Aujourd'hui, et selon notre formule consacrée, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir les Nguyen Wang, qui nous vient tout droit de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne et qui est aussi youtubeur. Vous savez qu'il anime la chaîne Science for All et je vous la recommande chaudement au passage si vous ne la connaissez pas. Aujourd'hui, Lé va nous parler de mathématiques et de démocratie. Je te laisse la parole. Je dois te donner un des deux, je ne me rappelle plus lequel, tu te souviens? Oui, je crois que c'est celui-là qu'il faut que j'utilise, c'est ça? Okay. Merci. Bonjour à tous, bienvenue. Ça me fait super plaisir d'être présent ici. Alors, avant de parler, je sens qu'il y en a qui ont déjà entendu parler du sujet. Qui a vu ma vidéo sur le scrutin de Condorcet randomisé? Ok. Bon, bah, vous pouvez sortir, on va juste garder les autres pour faire la conférence. Donc je vais essayer de pas trop insister sur ça, mais je vais essayer d'insister plus sur en gros, les mathématiques de la démocratie de façon assez générale. La première chose à dire, c'est qu'en fait, c'est pas tellement de démocratie dont j'ai envie de vous parler, c'est en fait de prise de décision collective. Le problème vraiment fondamental qu'adresse cette théorie, parfois on l'appelle la théorie du choix social, social choice theory en anglais, c'est vraiment le problème de comment est-ce qu'on prend des décisions à plusieurs. Et voilà, je ne sais pas si... En fait, ça arrive tout le temps, hein. Si vous réfléchissez un petit peu, si vous êtes entre amis, que vous voulez aller au cinéma ou au restaurant, il y a le problème du restaurant ou du film que vous allez voir qui se pose. Et ouais, c'est un problème qui est vraiment très, très, très courant. Et je vais postuler, prétendre, qu'il y a en gros deux façons assez classiques de résoudre ce problème. D'un côté, il y a ce que je vais appeler l'autoritarisme, où il y a une personne qui décide et tout le monde suit. Donc ça, c'est ce qui m'est arrivé ce midi, typiquement, quand on allait manger. Et de l'autre côté, on a le pseudo-consensus, ce que je vais appeler le pseudo-consensus. Donc l'idée du pseudo-consensus, c'est que voilà, on essaie de prendre la décision à plusieurs. Donc vraiment, si on est quelques amis et qu'on se connaît bien, souvent on va chercher plus le pseudo-consensus. Mais le problème du pseudo-consensus, c'est que c'est souvent un peu long parce qu'il y a une personne qui va proposer une idée, puis il y a toujours quelqu'un qui va pas être content et qui va dire non. Il va peut-être proposer une autre idée, puis il y a quelqu'un d'autre encore qui va dire non, et puis il y a quelqu'un d'autre qui va proposer encore une autre idée, et ça peut durer potentiellement très 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 longtemps. Du coup, ce qui va se passer souvent, enfin moi de mon expérience, c'est que quand il y a ce genre de problème qui se pose, d'un moment il y a quelqu'un qui lance une idée, et les gens en ont marre de se plaindre. Et du coup, on y va avec la dernière idée proposée, avec laquelle les gens sont pas trop énervés. C'est souvent la décision intervient souvent quand tout le monde commence à avoir vraiment faim et que c'est le moment de manger, quoi. Donc le pseudo-consensus, c'est pas vraiment je pense qu'en pratique, souvent, c'est pas vraiment un consensus dans le sens où tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ça, mais c'est une décision avec laquelle voilà, les gens sont pas forcément trop contre. Donc voilà, donc je pense qu'en pratique, si on prend des décisions informelles, très souvent, en tout cas, il y a personne qui m'a contredit jusque-là, du coup, je vais continuer avec ça. D'un côté, on a l'autoritarisme, et de l'autre côté, on a le pseudo-consensus, et souvent, en fait, je pense qu'on est quelque part même entre les deux, quoi. Voilà, donc ça pose plusieurs problèmes. Le problème un problème que ça pose, c'est que c'est pas une décision égalitaire. Dans le cas de l'autoritarisme, je pense que c'est assez clair. Dans le cas du pseudo-consensus, il y en a qui se plaignent plus que d'autres, ils ont cette envie de se plaindre, et du coup ils ont plus d'une certaine manière d'influence sur la décision finale. C'est-à-dire que quelqu'un qui est introverti ou qui n'aime pas se plaindre, parce qu'il n'aime pas l'art de se plaindre, je sais pas, souvent il va avoir moins d'influence du coup sur les décisions, c'est celui qui suit tout le temps. Et voilà, si on veut prendre des décisions collectives égalitaires, à ce moment-là, le pseudo-consensus n'est pas si égalitaire que ça. Alors, donc ça c'est... Alors, il y a une autre solution qui arrive aussi souvent, c'est le vote à main levée. Dans le moment, quand il faut décider, quand il faut trancher et qu'on ne veut pas avoir une décision autoritaire, on peut y aller avec le vote à main levée, c'est une autre solution. Le problème du vote à main levée, c'est que le vote est public. Alors, je pense qu'en général, ça ne pose pas un énorme problème, mais si vous pensez à des décisions collectives
avec des gros enjeux. Donc, je sais pas, imaginons un conseil d'administration avec des personnes très importantes, des PDG qui ont vraiment envie qu'il y ait une certaine issue du vote. On peut imaginer que, vu que le vote est public, il y ait certains moyens de pression qui font que les gens vont... Voilà, peut-être qu'une personne va dire à une autre, va faire du chantage ou je ne sais pas trop quoi, qui va influencer le vote d'une autre. Et ça vient du fait que comme le vote est public, d'une certaine manière, il y a cette capacité à influencer, à menacer ou en tout cas à affecter la manière dont les autres votent. Donc voilà, donc si vous y réfléchissez, c'est pas si facile que ce problème de décision collective. Et en fait, dans l'histoire de l'humanité, pendant longtemps, en fait, c'était un problème qui était... il y a des sociétés, des tribus primitives qui fonctionnaient par consensus et du coup, les décisions étaient longues et du coup, c'était pas évident de résoudre ce problème sans qu'il y ait les plus extravertis et par exemple les plus d'influence. Et ça m'amène à l'une des grandes inventions technologiques de l'humanité qui est le scrutin à l'urne. Qui a le bon goût de non seulement permettre chacun d'exprimer une voix et une seule voix et pas plus. Donc là, il y a vraiment un côté égalitaire dans le sens où voilà, chacun a une seule voix et pas plus. Et d'un autre côté, en plus, avec ce scrutin, les votes sont anonymes. Et du coup, comme les votes sont anonymes, il n'y a pas de moyen de pression possible. Voilà. Donc ça, le vote à l'urne, c'est un truc qui s'est mondialisé maintenant, tout le monde l'utilise. Le problème, c'est pas parfait. L'un des problèmes que ça peut poser, si on y réfléchit un petit peu, aujourd'hui en démocratie, dans la plupart des démocraties du monde, on vote assez rarement finalement. On vote je sais pas, en France, peut-être deux fois tous les 5 ans, on va dire. Enfin, on vote pas énormément, on vote pas tous les jours en tout cas. Et une des raisons à ça, c'est que la mise en place du scrutin est très compliquée, quoi. Ça prend toute une journée, c'est assez compliqué. Donc en fait, la prise de décision collective, elle a un coût. Si on veut qu'elle soit égalitaire, voilà, je pense que c'est intéressant de garder ça en tête. Et si on y réfléchit aujourd'hui avec les technologies que l'on a, c'est Gilles Dewey qui disait que lorsqu'on vote aujourd'hui, on vote, voilà, s'il y a 8 choix possibles, en fait, on vote 3 bits d'information, quoi. C'est pas beaucoup. Avec Internet, on peut se dire que peut-être qu'on peut faire des votes avec plus d'informations à l'intérieur du bulletin. Parce qu'au final, un bulletin, c'est une voix. Et a priori, on pourrait mettre n'importe quoi dans un bulletin. C'est une voix, on pourrait mettre des pavés, a priori. Bon, le problème, c'est que c'est compliqué après de savoir comment combiner ça. Mais peut-être qu'avec d'autres technologies, on pourrait faire des prises de décision collectives plus sophistiquées. Voilà, et l'une des difficultés que ça pose, c'est est-ce que la technologie qui est ce vote à l'urne, est-ce que cette technologie-là et les bonnes propriétés que ça peut encore être conservé dans un scrutin électronique? Voilà, donc il y a énormément de recherches en ce moment sur comment faire en sorte qu'on mette en place des scrutins sur Internet qui soient avec pas mal de bonnes propriétés, par exemple, qui soient vérifiables par tout le monde, mais également anonymes. Ça paraît incompatible, a priori. Et en fait, il y a des astuces de cryptographie pour avoir, alors pas forcément toutes les bonnes propriétés possibles, mais pas mal de très très bonnes propriétés avec des votes anonymes et vérifiables. Je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, mais c'est quelque chose d'assez fascinant. Et je pense que dans les années à venir, notamment il y a la chancellerie de Genève qui est en train de développer une solution open source pour le vote électronique avec plusieurs chercheurs, plusieurs universités. Voilà, peut-être que la manière dont on fonctionne en démocratie, ou dans la prise de décision collective de façon très générale, peut-être qu'elle va pas mal changer dans les années à venir avec des systèmes de prise de décision collective plus sophistiqués. Voilà. Donc, après cette longue introduction, on va parler des scrutins un peu plus en particulier. Donc, un scrutin, c'est quoi? C'est en gros une manière de prendre en compte des bulletins de vote, des voix de tout le monde, et d'aboutir à une décision finale. C'est un point de vue mathématique, c'est une fonction qui prend les bulletins des gens et qui ressort une décision. Et le scrutin le plus simple, enfin celui qui vient souvent le plus premier à l'esprit, c'est le vote à un tour, uninominal à un tour. Donc il y a une super vidéo de C.J. Pray qui parle de ça. Et ce scrutin a beaucoup de défauts. Donc je vais en souligner 3. Le premier, c'est que le scrutin n'est pas vraiment majoritaire, dans le sens où on peut être élu avec moins de la majorité des voix. Donc c'est ce qui est arrivé au Venezuela
avec l'élection de Rafael Caldera en 1993 avec 30% des voix, et aux Philippines avec Fidel Ramos qui avait 24% des voix en 92. Donc ça, bon, on peut dire que c'est quand même pas mal, mais ça veut aussi dire que potentiellement, il est possible en tout cas que 70% des gens ou 76% des gens soient en fait extrêmement contre ces candidats et que ça se trouve c'était le pire choix possible pour tous ceux qui n'ont pas voté pour ces personnes. Et du coup, ce vote uninominal à un tour, en fait, il y a quand même un gros défaut qui est que, en fait, il peut élire des gens qui sont en fait extrêmement impopulaires ou voire détestés par une grande majorité des électeurs. Donc ça, c'est un des problèmes. Je pense que c'est loin d'être le pire problème avec ce scrutin. Un autre problème qui pose, en fait, c'est le problème du dilemme du vote utile. C'est-à-dire que lorsque on a les résultats d'une élection, souvent c'est interprété comme le fait que le peuple a parlé, et le fait que le peuple ait parlé, souvent va légitimer, un des deux, la personne qui est élue. Et le problème, c'est que si il y avait un dilemme du vote utile, c'est-à-dire que les gens ont voté utile, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas voté leur vraie préférence, et du coup, on prend une décision collective qui est basée sur des préférences qui ne sont pas les vraies préférences des gens. Ça c'est un problème très très général. Hein. Le problème de lorsque vous demandez aux gens de révéler quelque chose ou de vous aider à prendre une décision, bah, très souvent, en fait, les gens n'ont pas intérêt à révéler leurs vraies préférences et ils ont un intérêt en tête. Je vais faire une petite digression. Moi, j'ai fait l'école polytechnique et à l'école polytechnique, on est militaire. Et du coup, lorsque je suis rentré à l'école polytechnique, il fallait choisir, affecter les gens aux différentes armées. Et en gros, il y a l'armée de terre, il y a la marine, la gendarmerie, tout ce que vous voulez. Et le truc, c'est que personne ne veut aller à l'armée de terre. Souvent, les gens veulent aller à la marine ou l'armée. Je crois que c'était la gendarmerie aussi, ça allait. Et du coup, imaginez que quelqu'un veuille aller à la marine, mais en deuxième choix, il a l'armée de terre. Enfin, pour lui, le deuxième choix, c'est l'armée de terre. En fait, il a tout intérêt à ne pas dire ça. Il a tout intérêt en fait, à mettre en premier choix la marine et après mettre des trucs qui sont difficiles à obtenir, comme par exemple la gendarmerie ou des choses. Parce que, en fait, l'algorithme qui était utilisé à l'époque pour affecter les étudiants, c'est un algorithme qui minimisait le carré donc en fait, il associait des scores à chaque fois. Donc s'il arrive à affecter quelqu'un à son premier choix, il lui donnait un score de 1, enfin une pénalité de 1. Et si c'était le deuxième choix, c'était une pénalité de 4, puis après 9, donc c'était quadratique. Et du coup, lorsque vous mettez la marine en premier, puis suivi de la gendarmerie, puis suivi de d'autres trucs très prisés, en gros, la première vraie alternative que l'algorithme a pour vous par rapport à la marine, ce sera forcément un cinquième ou un sixième choix, quelque chose qui est associé à une grande pénalité. Du coup, en biduant ainsi ce vote, en fait, vous maximisez vos chances d'avoir une bonne affectation. Donc voilà, de façon très générale, ce problème de prendre en compte le fait que les données qu'on vous révèle ne sont pas forcément les vraies données, c'est un problème aussi très fondamental, par exemple, si vous étudiez les théories des marchés un peu centralisés, comme par exemple le marché de l'électricité, où souvent il y a un intermédiaire qui doit faire l'intermédiaire pour redistribuer l'électricité à travers un réseau, c'est des problèmes qui s'opposent énormément. Voilà, donc ça, c'est un des gros problèmes aussi du scrutin à un tour. Un autre problème qui est peut-être le pire pour le coup, je pense, c'est ce qu'on appelle la dépendance aux alternatives non pertinentes. C'est-à-dire que dans un scrutin à un tour, donc il y a un candidat républicain que je ne vais pas nommer et deux autres candidats qui sont démocrates, en fait, le fait qu'il y ait deux candidats démocrates, c'est une très très mauvaise chose. Parce que si Hillary Clinton se présente et que Bernie Sanders se présente aussi, comme en fait leurs électeurs ce sont les mêmes, ils vont se partager les voix et du coup ils vont avoir moins de chances de gagner l'élection. Donc dans un scrutin à un tour, uninominal à un tour, en fait des candidats qu'on appelle non pertinents parce que il n'allait pas gagner de toute façon, rien que le fait de se présenter va affecter l'issue de l'élection. En partant. Dans le cas du scrutin à un tour, en fait, c'est s'il y a un candidat qui vous ressemble et qui est déjà un gros candidat, vous avez tout intérêt à ne pas vous présenter, et parce que si vous vous présentez, vous allez lui voler des voix et ça va mal vous allez diminuer ses chances d'être président. Donc ça, c'est un énorme problème. Ça, c'est la raison pour laquelle il y a que c'est la raison pour laquelle déjà il y a des partis politiques,
Parce que voilà, si vous avez plusieurs personnes qui ont le même avis, vous avez tout intérêt à les regrouper ensemble et à faire des primaires pour essayer d'avoir un seul candidat qui représente le parti, parce que sinon il y a cette division des voix. Et en plus de ça, aux États-Unis, ça pousse carrément au bipartisme, en fait, qu'il n'y ait que 2 gros partis. Puisque bon, voilà, dès qu'il y a 2 gros partis, en fait, dès qu'il y a plusieurs partis, en fait, les partis ont intérêt à faire des coalitions pour avoir un seul candidat, et puis au final, il ne reste plus que 2 candidats. Donc, j'irais même jusqu'à dire que en fait, le choix du scrutin aux États-Unis, bon, alors aux États-Unis, c'est encore plus compliqué que ça parce qu'ils font des trucs bizarres, mais le choix du scrutin déjà aux États-Unis a une énorme influence sur la manière dont la vie politique est structurée, et du coup sur la manière dont sur quelles sont les idéologies qui vont émerger et comment, quelles vont être en gros les opinions des différents électeurs. Et en ce moment, en plus aux États-Unis, enfin pas qu'aux États-Unis, mais il y a vraiment ce bipolarisme est en train vraiment de grossir. Et bon, il y en a qui pensent que c'est un gros problème. Ouais, je pense que c'est quand même inquiétant. Du coup, le choix du scrutin a des grandes conséquences sur voilà, la manière dont toute la politique est structurée. Donc voilà, donc ça c'est un peu un théorème sur le scrutin uninominal à un tour qui dit que c'est mal. C'est un scrutin qui est arbitrairement non unanime, c'est-à-dire que si vous avez un très grand nombre de candidats et potentiellement, même si quasiment tous les électeurs sont contre une alternative, elle peut quand même être élue. Il est susceptible au vote utile et il est dépendant aux alternatives non pertinentes. Donc voilà, donc ça nous amène à réfléchir à quels sont d'autres scrutins qui seraient souhaitables et qui auraient par exemple des bonnes propriétés par rapport à ces trois critères. Donc voilà, donc là j'ai listé quelques scrutins. En fait, l'une des idées de base, ça serait plutôt de noter les candidats plutôt que d'en choisir un seul. Donc ça pose des problèmes en fait de vote utile pour le coup. S'il faut noter les candidats et si on va prendre la moyenne des notes par exemple, là tout de suite il y a un problème de vote utile, vous avez intérêt à exagérer vos préférences. Alors il y a un moyen d'anticiper ça et du coup de dire au lieu de noter les candidats entre 0 et 10 puisqu'on sait que les gens vont finir par mettre 0 ou 10, pourquoi juste pas donner des 0 ou des 1 quoi, de juste dire oui ou non quoi. Donc ça correspond au scrutin par assentiment qui a un énorme succès, je ne sais pas si vous le savez, ça s'appelle Doodle. Le Doodle, en fait, c'est vraiment, ça résout le problème de la prise de décision collective avec un scrutin très simple qui est le scrutin par assentiment. Une autre solution, c'est un scrutin par agenda. Ça, c'est celui qu'utilisent les tournois de football, de tous les sports, enfin de beaucoup de sports, de tennis ou d'autres. Voilà, au final, la Coupe du Monde de football, c'est une façon d'élire la meilleure équipe du monde. Et pour ce faire, on pourrait faire des trucs un peu compliqués, mais voilà, ils ont préféré faire un scrutin par agenda, c'est-à-dire un tournoi avec des huitièmes de finale, des quarts de finale, et à chaque fois on vote en duel en gros. Donc bon, en foot, ils jouent en l'un contre eux, il n'y a pas de vote. Mais donc, on pourrait faire ça aussi avec à chaque fois des votes en 1 contre 1 et éliminer au fur et à mesure les différents candidats. Alors, ensuite, il y a le jugement majoritaire qui est vraiment un très bon scrutin. Donc c'est un peu, j'imagine que vous le savez, ceux qui ont vu mes vidéos, mais c'est un peu l'adversaire, enfin l'autre scrutin, parce que je vais vous parler du scrutin assez randomisé, et donc l'autre très bonne alternative, c'est le jugement majoritaire, qui a été développé par des chercheurs français, Rida Laraki et Michel Balinski. Et là, l'idée, c'est vous allez donner des notes. Alors là, au lieu de notes, en fait, ils proposent de donner des mentions. Donc les mentions, ça va de excellent à très bien, bien, assez bien. Je crois qu'il y a mauvais, je ne sais plus c'est quoi les terminologies, peut-être médiocre et puis insuffisant. Et à rejeter aussi, le dernier, à rejeter. Et donc voilà, donc il y a plusieurs mentions que vous pouvez donner aux candidats. Et du coup, en fait, vous donnez une mention pour tout candidat. Donc tout candidat, donc un bulletin de vote, c'est une liste de mentions pour tous les candidats. Ensuite, vous imaginez que ce qu'on va faire ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de déterminer la mention de chaque candidat. Et pour ce faire, ce qu'on va faire, c'est donc pour un candidat donné, disons voilà, donc on a un candidat. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va collecter toutes les mentions qu'il a reçues. On va les trier dans l'ordre, donc on va les classer d'excellent à rejeter. Donc là, on a un spectre de notes et on va tirer celle qui est exactement au milieu. Donc c'est la note médiane.
Et cette note-là sera la note qui sera donnée, la mention qui sera donnée au candidat en question. Et ensuite, on élit le candidat avec la meilleure mention. Voilà, donc ça c'est assez robuste au vote utile, c'est pas mal. C'est indépendant des alternatives non pertinentes, donc ça c'est vraiment bien. Donc voilà, c'est pas mal. Et puis bon, il y a le système à 2 tours. Je m'arrête un peu sur celui-là parce que c'est celui qu'on utilise en France. Le système à 2 tours, en fait, il y a pas mal de mauvaises propriétés. En fait, encore une fois, il y a le problème du vote utile. On entend parler régulièrement, et enfin tous les 5 ans. Et il y a aussi le problème de la dépendance aux alternatives non pertinentes qui, là, pour le coup, peut avoir des sacrées conséquences, comme c'était le cas. Moi, je pense déjà à la dernière élection, il y avait vraiment cette question qui se posait, la dépendance aux alternatives non pertinentes. Peut-être que si Hamon s'était retiré de l'élection, ça aurait changé l'issue de l'élection. Peut-être pas, mais voilà, et en tout cas en 2002, ça avait vraiment eu une grosse conséquence avec l'élimination de Jospin, qui était le grand candidat de gauche au premier tour. Donc là, en 2012, une élection assez classique, j'ai envie de dire, où les 2 grands candidats de gauche et de droite étaient passés au second tour, Hollande et Sarkozy, et Hollande avait gagné le second tour. Donc, a priori, enfin, je pense que pour 99,99% des Français, du coup, Hollande était légitime. Enfin, en tout cas, je ne vais pas essayer de reprononcer le mot légitimiser, mais voilà, Hollande semblait être le candidat qui méritait d'être élu. Mais en fait, si on fait des études, des sondages, si on regarde les sondages en fait, de l'époque, on s'aperçoit qu'en fait, Hollande perdait en duel. Hein, si on faisait un référendum Hollande versus Bayrou, Bayrou battait François Hollande. Et en fait, on s'aperçoit aussi que François Hollande battait tous les autres candidats en duel. François Bayrou, oui. C'est ça, il y a un des François. Là, donc François Bayrou battait tout le monde en duel. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un vainqueur de Condorcet. C'est quelqu'un qui bat tout le monde en duel. Et le fait que François Bayrou n'ait pas été élu, on sent que c'est assez incompatible avec le principe de majorité. Parce que la majorité le préférait à n'importe quel autre candidat. Ça, c'est ce qu'on appelle le principe de Condorcet. Le principe de Condorcet dit que si une option est préférée à n'importe quelle autre option, alors elle doit être élue. C'est l'un des plus beaux principes que je connaisse en théorie de la prise de décision collective. C'est vraiment en fait le principe de majorité en fait. Et en fait, ce principe de majorité, ce beau principe de majorité, en fait, il est violé par la plupart, par toutes les démocraties du monde, mais en particulier en France, dans la plupart des élections, cette propriété est violée. La personne qui finit présidente n'est pas celle qui est préférée à tout autre candidat par une majorité. Donc voilà, donc ça on peut le représenter graphiquement comme ceci. Donc là j'ai mis une flèche d'un candidat à l'autre si l'autre, le deuxième candidat, celui qui est au bout de la flèche, bat le premier. Donc là on voit très bien que François Bayrou est vainqueur de Condorcet puisqu'il bat tout le monde en 1 contre 1. Et toutes les flèches pointent vers lui, donc ça c'est facile à voir. Donc le principe l'idée de Condorcet, c'est vraiment d'élire la personne vers qui toutes les flèches pointent lorsqu'on trace ce qu'on appelle le graphe des duels. Alors, le problème, c'est qu'en pratique, ce graphe des duels, c'est pas évident de le construire, surtout si on fait un scrutin uninominal. En fait, ça, c'est un des gros problèmes des scrutins uninominaux, c'est qu'en fait, un bulletin est incroyablement simpliste, quoi. Et d'ailleurs, je vais digresser un petit peu encore, mais le fait que dans un scrutin, qu'on utilise des scrutins uninominaux, ça fait qu'en fait, on a tendance à s'identifier à un des candidats. Les gens parlent vraiment du candidat, enfin des électeurs de un tel. Ça, c'est une habitude qu'on a pris aussi à cause du scrutin qu'on utilise. Donc, voilà, je pense que qui est assez réducteur, hein, parce que nos préférences, les préférences des gens sont beaucoup plus sophistiquées que juste dire je suis pour un tel. Donc l'idée notamment de Condorcet, c'est d'essayer de remplacer ça par quelque chose qui soit plus expressif au moment du vote, notamment qui serait par exemple un classement entre différentes options. Ok, donc on va voir un exemple. On va essayer d'élire le plus grand mathématicien de l'histoire. Pierre Simon Laplace. Donc j'ai eu peur que vous fassiez des erreurs, du coup j'ai pas mis la place. Donc voilà, au moins je ne serai pas vexé en sortant d'ici. donc voilà, je vous propose Euler, Gauss et Poincaré.
Donc si on regarde entre Euler, Gauss et Poincaré, donc à ce moment, un bulletin de vote, c'est un classement des candidats. Et si on regarde tous les classements possibles, en fait, là, dans ce cas, il y en a 6. De façon générale, s'il y a n candidats, il y aura n factoriel bulletins possibles. Mais en fait, c'est assez facile à faire. Hein. Ça peut paraître un peu effrayant, mais en fait, c'est assez facile à faire. D'ailleurs, je vous invite à, si vous avez vos téléphones, vous êtes jeune, vous avez des téléphones sur vous, forcément. Je vous invite à vraiment faire cette élection. Hein. Comme je vous dis, il n'y a pas la place, donc je ne serai pas vexé. Donc vous pouvez cliquer sur ça. Donc c'est un votation.ovh, c'est un site qui a été lancé il y a quelques mois donc par un ami qui a voulu mettre une solution pratique pour le scrutin de Condorcet randomisé. Donc ça c'est le premier système en ligne, en tout cas que je connaisse, qui permette de faire ça. Bon, il n'est pas encore ultra sécurisé, donc l'utilisez pas pour faire des élections présidentielles ou je ne sais pas trop quoi. Mais pour des petits scrutins comme ça, il n'y a vraiment pas de problème. Donc l'idée, c'est vraiment juste vous classer vos propositions par ordre de préférence et on verra qui sera élu. Ça, je suis quand même vraiment content d'avoir ce site parce qu'avant cela, j'étais toujours dans l'abstraction et du coup, les gens n'arrivaient pas à se dire mais qu'est-ce qu'il faut faire en pratique? Mais en fait, il suffit juste de classer les candidats et après, on a les résultats qui sont très faciles à lire en fait. C'est votation.ovh. Hashtag votation 1.2.1.2.6.6.5.5.2.0.8.2 bon, je suis désolé pour l'adresse URL, il faudra simplifier ça un jour. Ok, on va avancer un petit peu. Du coup, essayer de finir vos votes rapidement. Donc je récapitule ce qui va se passer en fait. L'idée du scrutin, c'est que chacun vote un classement. Chacun met son classement dans l'urne. Ensuite, à partir de l'urne, en fait, on est capable de tracer le graphe des duels. Comment? Pour savoir si Gauss bat Poincaré, il suffit de voir combien d'entre vous ont mis Gauss devant Poincaré et combien ont mis Poincaré devant Gauss. Et du coup, on est capable de déterminer qui aurait gagné en référendum entre les deux. Et à partir de ça, on trace le graphe des duels et puis on trouve le candidat vers qui toutes les flèches pointent, le vainqueur de Condorcet, et on élit le vainqueur de Condorcet. Voilà. Alors ça, tout ça, Condorcet le savait. C'est des trucs très vieux dont je parle, c'est le XVIIIe siècle. Mais en fait, il y a un problème, et le problème c'est le suivant, c'est le paradoxe de Condorcet. Donc imaginons qu'il y ait des Suisses, des Français et des Allemands. Bien sûr, les Suisses, tout le monde est un peu hooligan. Tout le monde préfère son mathématicien. Donc on va dire que les Suisses préfèrent ses préférences. Et on peut tracer le graphe des duels pour ces préférences. Donc entre Euler et Gauss, en fait, on voit que à la fois les Français et les Suisses mettent Euler devant Gauss. Du coup, les Français et les Suisses forment une majorité qui préfère Euler à Gauss. De la même façon, on peut voir que Poincaré bat Euler parce que les Français et les Allemands préfèrent Poincaré à Euler. Et enfin, on voit que les Allemands et les Suisses forment également une majorité qui dit que Gauss est meilleur que Poincaré. Donc là, on a des préférences, en fait, les préférences sont un peu cycliques, mais en fait, la préférence de la majorité est cyclique. Du coup, là, on a un problème parce qu'on n'a pas de vainqueur de Condorcet. Ça c'est vraiment le gros problème du scrutin de base de Condorcet, et c'est la raison pour laquelle les gens ont abandonné les idées de Condorcet pendant plus de 200 ans. C'est un énorme problème. C'est un problème qui n'est pas spécifique à la façon de penser de Condorcet. C'est vraiment un problème très général de la prise de décision collective. Il y a plein de théorèmes d'impossibilité en théorie des scrutins qui sont en fait des instances plus ou moins cachées du paradoxe de Condorcet. C'est vraiment un problème de prise de décision collective. En particulier, si vous voulez appliquer le principe de la majorité, ça montre qu'il y a quelque part, ça va coincer. Donc j'insiste pas mal sur ça parce que la solution que je propose à chaque fois, au début, les gens trouvent ça bizarre, mais il faut bien se rendre compte que on est bloqué. Quoi. Et du coup, il faut trouver un truc, et le truc, c'est utiliser le hasard. Alors, utiliser le hasard, ça peut faire bizarre de prendre une décision collective, mais en fait, imaginons que vous êtes deux personnes et vous devez choisir entre deux options et vous n'êtes pas d'accord.
utiliser le hasard, c'est pas si bête, quoi. C'est une solution c'est une façon de résoudre le problème. Donc, utiliser le hasard, techniquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on ne va pas élire un candidat, on va élire une loi de probabilité. Donc, une loi de probabilité, ça veut dire trouver une valeur P1, P2 et P3 pour qui sont des probabilités, donc des nombres positifs dont la somme est égale à 1. Et ce qu'on va élire, c'est cette loi de probabilité. On va élire en fait un triplet de nombres. Ça peut paraître assez bizarre comme ça, mais donc l'idée, si on applique ça vraiment en pratique, c'est qu'on fait d'abord tout le scrutin, tout le monde vote, ensuite on trace le graphe des duels, et à la fin, on élit une probabilité, enfin pas à la fin, le dimanche soir, on élit une probabilité. Donc on attend que les votes soient vraiment bien comptabilisés pour qu'on soit sûr. Et ensuite, peut-être le lundi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer le vainqueur selon cette loi de probabilité. Conformément, donc il va y avoir un tirage au hasard, notamment si ces probabilités ne sont pas égales à 0 ou 1. Quoi. Alors, ce qui est cool avec les lois de probabilité, ce qu'on appelle des loteries en fait, dans le jargon de la théorie des jeux, c'est qu'en fait elles ont une super géométrie. En fait, la géométrie des loteries, lorsqu'il y a 3 options, c'est un triangle. Quand il y en a 4, ce sera un tétraèdre. Sinon, c'est des généralisations en dimension supérieure, des simplexes. Et donc, ça correspond vraiment à l'intuition. Donc, en fait, c'est des mesures barycentriques. Hein, mais ça correspond vraiment à l'intuition. Donc, par exemple, si je suis tout en haut, ça correspond à élire donc Euler avec probabilité 1. Enfin, si on est tout en haut. Donc, en particulier, les lois de probabilité égale à 1, c'est des lois déterministes, en fait. Il n'y a pas de tirage au sort. Mais je vais les appeler aussi loterie parce que ça permet de tout englober. Et par exemple, si on est en bas, ici au milieu, c'est-à-dire qu'on est très loin de Euler, donc en fait on élit Euler avec probabilité 0, et en fait on est entre les deux, du coup ça va être probabilité 1,5 entre les deux. Voilà, donc ça, c'est la géométrie des loteries. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est généraliser le principe de Condorcet aux loteries. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est on va essayer de construire une relation de préférence de la majorité qui soit assez naturelle entre deux loteries. Donc je vous propose la généralisation suivante, ça, c'est vraiment le truc qu'il faut accepter pour pouvoir vraiment accepter pleinement le scrutin de Condorcet randomisé. Je vais dire qu'une loterie A est préférée à une loterie B. On va rester dans le sens. Une loterie B est préférée à une loterie A. Si lorsque je tire aléatoirement selon les deux loteries, ceux que je tire, eh ben, la majorité préfère plus souvent ceux que j'ai tirés selon B que ceux que j'ai tirés selon A. Okay. Donc on a deux loteries, on tire selon ces deux loteries, et puis à chaque fois on va dire que le meilleur des deux selon la majorité marque un point en gros pour sa loterie, et puis on répète ça à l'infini. Et voilà, la loterie qui a gagné, c'est celle qui est préférée par la majorité. Donc ça c'est une définition, c'est une généralisation de la préférence de la majorité aux loteries. Et si on prend ça comme définition de la préférence de la majorité pour les loteries, ça veut dire qu'on va pouvoir tracer maintenant plein de flèches à l'intérieur de notre espace de loterie. Donc si je prends n'importe quelle paire de loteries, en regardant si l'une bat l'autre, je sais qu'il y a une flèche qui va dans un sens ou dans l'autre. Donc ça nous donne tout plein de flèches. Et la question qu'on peut se poser, c'est, alors souvenez-vous, le vainqueur de Condorcet, c'est le candidat vers lequel toutes les flèches pointent. Ce qui serait assez miraculeux, c'est si dans ce triangle, il existait un point qui était vainqueur de Condorcet, c'est-à-dire une loterie vers laquelle toutes les flèches pointent. Ça serait vraiment miraculeux. Si on n'avait qu'une seule, ça serait... Et bien, il se trouve que c'est le théorème fondamental des scrutins de Condorcet, du scrutin de Condorcet randomisé, qui dit que, donc à une petite condition près, qui est le fait que, on va supposer qu'il n'y ait pas d'égalité entre deux candidats. Donc si vous imaginez un scrutin avec des millions d'électeurs, de toute façon la probabilité qu'il y ait une égalité exacte entre deux candidats est nulle. Donc à cette petite condition technique près, il existe toujours un unique vainqueur de Condorcet des loteries. Il existe toujours un unique point à l'intérieur de mon triangle, tel que toutes les flèches pointent vers cette loterie. Ça c'est un théorème de fou, quoi. Je pense que voilà, ça c'est un théorème que j'aimerais raconter un jour à Condorcet. Je pense qu'il trouverait ça très joli. Et du coup, le principe du scrutin de Condorcet randomisé, c'est d'élire cette loterie vainqueur de Condorcet. C'est d'élire vraiment le vainqueur de Condorcet des loteries. Donc dans le cas
je suis un petit raté. Dans le cas où il y a un triangle, là, où il y a un paradoxe de Condorcet entre les trois options, en fait, ce vainqueur de Condorcet de loterie, c'est le point au milieu. Donc là, en fait, les flèches noires, en fait, elles devraient être dans l'autre sens. Mais écoute pas. Mais du coup, voilà. Donc, quand on a un paradoxe de Condorcet à 3, en fait, la loterie vainqueur de Condorcet sera toujours le point au milieu, celle qui élit les trois options avec probabilité 1 tiers. Donc ça veut dire qu'en particulier, s'il n'y a que 3 candidats, en fait, il n'y a que 4 vainqueurs possibles de Condorcet, soit un vainqueur déterministe, soit le point au milieu, quoi. Voilà. Donc, ce scrutin de Condorcet, il a beaucoup de très bonnes propriétés. Donc, moi, je le trouve déjà vraiment très très beau, juste conceptuellement, parce que c'est vraiment le principe de Condorcet généralisé, la seule manière possible, j'ai envie de dire. Mais en plus de ça, ce scrutin a beaucoup de bonnes propriétés. Donc déjà, il est indépendant aux alternatives non pertinentes. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas ce problème d'un candidat qui va faire basculer l'élection juste en se présentant. En plus de ça, en fait, il est robuste, enfin, il est 100 de vote utile, c'est-à-dire que les électeurs ont en gros toujours intérêt à voter leur vraie préférence. Donc, je dis en gros parce que c'est un petit peu un mensonge, il y a des petits caractères là, pour rendre le théorème vrai. Mais c'est des détails un peu techniques. Mais en gros, ce que ça dit, c'est que vraiment, ce scrutin, en fait, lorsque les gens l'utilisent, en gros, ils vont avoir intérêt à voter leur vraie préférence. Et en plus, c'est le seul. Alors, encore une fois, il y a des petits détails techniques, c'est pas vraiment le seul, mais c'est essentiellement le seul. Il y a des théorèmes qui montrent que, en gros, tout autre scrutin, pour qu'il y ait cette propriété, il faut qu'il soit quasiment tout le temps d'accord avec le scrutin de Condorcet randomisé. Donc, voilà, si vous voulez l'indépendance aux alternatives non pertinentes et la robustesse au vote utile, il n'y a pas tellement le choix, en fait. Il n'y a pas 36 000 possibilités. Et en particulier, le scrutin de Condorcet randomisé a cette belle propriété. Une autre propriété intéressante du scrutin de Condorcet randomisé, c'est qu'en fait, bien souvent, il ne va pas être randomisé. Parce qu'en fait, souvent, il va y avoir un vainqueur de Condorcet. En fait, on peut donner des conditions suffisantes. Une condition suffisante, c'est le fait qu'il existe une structure gauche-droite dans les préférences des électeurs. Donc, par exemple, en politique, il y a souvent cette ligne gauche-droite. Et si vous êtes plutôt centriste, souvent, vous allez préférer les gens qui sont pas trop extrêmes, quoi. C'est un peu l'idée. En fait, il y a deux façons de formuler rigoureusement cette notion de structure gauche-droite. Alors, il y en a une, c'est vraiment ce que je vous ai dit, c'est le fait qu'en fait, on se place quelque part dans le spectre gauche-droite, spectre politique, et que du coup, on préfère les gens qui sont proches de nous aux gens qui sont plus éloignés. Et il y a une autre hypothèse qu'on peut faire, le problème de cette hypothèse, c'est que du coup, elle ne prend pas en compte le fait qu'il y ait quand même des candidats peut-être plus charismatiques que d'autres. Une autre hypothèse qu'on peut faire, c'est de dire que voilà, si j'ai un électeur qui est à gauche d'un autre électeur, si j'ai un candidat qui est à gauche d'un autre candidat, alors c'est impossible qu'à la fois l'électeur de gauche préfère le candidat de droite au candidat de gauche et que l'électeur de droite préfère le candidat de gauche à l'électeur de droite. Ça fait un peu bizarre ce que je dis comme ça, mais ça correspond vraiment à un truc assez intuitif. On se dire que voilà, les préférences des gens sont assez cohérentes avec cette structure gauche-droite. Donc si on fait n'importe laquelle de ces hypothèses, eh bien, il y a un théorème qui dit que du coup il existe un vainqueur de Condorcet déterministe, et du coup il n'y aura pas besoin de tirer de loterie. Donc en pratique, c'est ce qui va arriver, mais ça reste important d'avoir le côté randomisé pour garantir le dilemme du vote utile, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de dilemme du vote utile. Et en fait, dans ce cas, le scrutin de Condorcet randomisé est même une propriété un peu plus forte qui est qu'il est robuste au vote utile coordonné. C'est-à-dire que on peut avoir des cas où, en gros, des électeurs qui ne sont pas d'accord peuvent coordonner leur vote utile pour pouvoir changer l'issue de l'élection. Ça n'arrivera pas s'il y a une structure gauche-droite. Une autre remarque à faire, c'est que donc ça, c'est des conditions suffisantes, mais en pratique, j'ai découvert, parce que j'ai organisé quelques scrutins de Condorcet randomisés sur ma chaîne, que donc c'était pour élire des sujets de vidéo, des sujets mathématiques de vidéo. Donc a priori, je ne pense pas qu'il y ait une structure gauche-droite unidimensionnelle dans les sujets de mathématiques. En tout cas, on pourrait imaginer appliquer versus mathématiques pures, mais en fait, ça ne semblait pas trop coller. En tout cas, il n'y avait aucun cycle de Condorcet, il n'y avait aucun paradoxe de Condorcet dans les préférences collectives.
Donc voilà. Donc tout ça pour dire que le scrutin de condensé randomisé, en fait, souvent, il ne sera pas si randomisé, quoi. Donc voilà, donc toutes ces bonnes propriétés me font dire que je suis assez confiant dans le fait que si les aliens à l'autre bout de la galaxie sont intelligents, plus intelligents que nous, et si ils doivent prendre des décisions collectives parce qu'ils sont plusieurs, et si le principe de majorité est important pour eux, alors voilà, je pense qu'ils utilisent le scrutin de condensé randomisé. Je suis prêt à parier, quoi. Je ne sais pas qui prend les paris, mais voilà. Donc il y a pas mal d'autres références par rapport à tout ça. Donc je vous recommande notamment, il y a une série d'articles sur le site Images des maths de Rémi Père qui est excellente sur ce sujet, qui liste beaucoup de... Parce qu'en fait là je vous ai présenté juste certains aspects de la théorie des scrutins, mais il y a encore beaucoup plus à dire, notamment les théorèmes d'impossibilité qui sont assez fascinants. Sinon il y a pas mal de vidéos que je vous recommande vivement. Donc notamment il y a la vidéo de Monsieur Phi sur le principe de Condorcet, parce que je pense que donc, ce qu'il explique très bien, c'est qu'on a tendance à juger la qualité d'un scrutin, en tout cas en premier abord, en fonction de qui est-ce qui l'élit. C'est une question qu'on me pose souvent, c'est « Ouais, mais si on applique ton scrutin, qui sera élu ?» Bon, la réponse, c'est le centre, parce que le centre est un peu au milieu, et ce sera souvent le centre en fait, qui va être favorisé par ce genre de scrutin. Et du coup, les gens répondent « Du coup, c'est pas un bon scrutin. » Donc, je vais essayer de ne pas avoir de... l'idée du scrutin de condensé randomisé, c'est pas d'essayer d'élire un candidat en particulier. L'idée, c'est vraiment de suivre le principe de Condorcet et de suivre le principe de majorité. Donc bon, j'ai envie de dire que dans un moment, si vous n'êtes pas d'accord avec le principe de majorité, c'est peut-être que c'est le principe de démocratie qui vous pose problème. Voilà, donc en tout cas, M. Phil explique mieux que moi, donc je recommande vivement cette vidéo. Il y a aussi cette excellente vidéo de la statistique expliquée à mon chat sur avez-vous vraiment gagné une élection. J'ai aussi une vidéo un peu dans ce genre, où la question c'est, voilà, on a 5 candidats, il y a 5 électeurs, voilà, il y a différents électeurs qui ont différentes préférences. Qui peut être élu en fonction du scrutin qu'on utilise? Et il donne un super exemple avec 5 candidats, et il propose 5 scrutins qui ont l'air tout à fait normaux, totalement utilisables. Et en fait, chacun des scrutins élit un vainqueur différent. Donc ça pose vraiment la question de la légitimité des vainqueurs des scrutins. Si le vainqueur du scrutin dépend du scrutin utilisé, voilà, voilà. D'où vient cette légitimisation? Alors, deux autres vidéos, enfin, que j'aimerais vraiment recommander. La première, c'est celle de Science étonnante qui présente notamment le jugement majoritaire plus en détail que ce que j'ai fait, et qui parle également pas mal d'autres aspects de la théorie des scrutins, notamment les théorèmes d'Arrow. Je ne pense pas qu'il parle de Gibbard-Satterthwaite, mais les théorèmes d'Arrow qui est pas mal déjà. Et il y a cette vidéo de Matt un peu ça qui parle de comment élire une assemblée. Ça, à ma connaissance, c'est un problème ouvert. C'est un problème, c'est un problème qui se pose. Et je suis en train d'organiser, enfin, c'est pas moi qui organise, mais il y a un concours donc à la faculté d'informatique à l'EPFL, il y a un concours où chaque étudiant en PhD va faire, enfin pas chaque, mais ceux qui veulent font une vidéo de 2 minutes pour expliquer leur thèse. Et ce qu'il veut faire, c'est sélectionner les 10 meilleures vidéos pour donner des conférences après aux journées de la recherche. Et du coup, il y a ce problème de la décision collective. Donc, ils veulent faire un vote par toute la faculté. Et donc, ils veulent permettre à tout le monde de voter et d'élire 10 options parmi potentiellement beaucoup plus. Donc ça, c'est typiquement un problème de décision collective. Mais il est plus compliqué que ce que je vous ai dit parce qu'en fait, il faut sélectionner 10 parmi pas mal, et pas mal de vidéos, enfin, j'espère. Et du coup, si vous regardez le nombre de possibilités que ça fait, 10 parmi 20, je ne connais pas le résultat de tête, mais ça fait quand même pas mal, quoi. Donc on ne peut pas faire un scrutin de Condorcet randomisé classique sur toutes les options possibles. Voilà, il faut essayer d'exploiter la structure combinatoire du problème pour résoudre le problème. Donc c'est le même problème qui se pose pour les assemblées, où il y a beaucoup plus de combinatoires en fait, qui s'opposent. Et voilà, à ma connaissance, c'est un problème encore très ouvert. Non seulement ouvert, mais je pense qu'il n'y a même pas un début de bonne réponse. Le même problème se pose aussi pour accepter des articles de recherche en conférence ou dans les journaux. Voilà, il faut sélectionner il y a une prise de décision collective qui doit être faite. Comment on la résout? Donc il y a peut-être un moyen de répéter le scrutin de Condorcet randomisé, prendre le premier puis le second, mais j'avoue, je n'ai pas étudié encore les propriétés de ça. Est-ce que c'est la bonne façon de faire? Je ne sais pas.
Voilà, donc il y a quelques pistes de réflexion dans cette vidéo, mais c'est encore un problème encore assez ouvert, à mon sens. Voilà, donc sinon, moi, il y a ma chaîne avec toutes les vidéos que j'ai faites, si vous voulez vous farcir tout ça, il commence à y en avoir beaucoup, où je parle non seulement de la théorie des scrutins, mais aussi beaucoup plus d'aspects à la fois de théorie des jeux et de sciences sociales, de psychologie. Il y a beaucoup de choses à dire sur tout ça. Et voilà, une petite pensée aussi pour finir pour le marquis de Condorcet, qui a vraiment anticipé pas mal de ces réflexions 200 ans avant nous, qui avait anticipé le problème du vote utile, qui avait anticipé cette généralisation du principe de majorité lorsqu'il y a plus de candidats, et qui avait anticipé le paradoxe de Condorcet. Voilà. Merci. Merci Lé pour cette très belle conférence. Arrive le moment des questions. Et voilà qui se lance. Oui. Par contre, il y a un des deux micros que je dois lâcher, je ne sais pas lequel. Non, peut-être les deux, tu dois parler avec les deux probablement. Comment on vote blanc ? Alors, le vote blanc. Alors, le vote blanc, c'est difficile de savoir par où commencer, mais en fait, qu'est-ce qu'on vote quand on vote blanc? Je pense qu'il y a des... c'est pas clair comment il doit être comptabilisé, c'est pas clair quelles sont les conséquences du vote blanc. Voilà, donc... dans le scrutin de Condorcet randomisé, comme l'idée, c'est vraiment essayer de forcer une décision. Enfin, je pense que l'un des avantages des scrutins, c'est aussi de forcer, d'avoir un mécanisme qui force une décision, par opposition à des systèmes par pseudo-consensus ou d'autres solutions qui prendraient beaucoup plus de temps pour en arriver à une décision. Donc, voilà, le problème du vote blanc, je ne sais pas comment le modéliser, je ne sais pas quelle est la bonne façon appréciable de modéliser, je ne sais même pas s'il est souhaitable que ça soit modélisé. Donc, voilà, je laisse la question ouverte, je ne m'engage pas. Attends, je vais rajouter quand même, l'un des problèmes, en fait, l'une des causes du vote blanc, c'est aussi le fait qu'on n'est pas d'accord, enfin, a priori, si on vote blanc, c'est qu'on est d'accord avec personne, je ne sais pas trop... Et si c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a en fait pas assez de diversité dans les candidats qui sont proposés. Et ça peut être une conséquence du scrutin, notamment. Et si on utilise un scrutin où il n'y a pas cette dépendance aux alternatives non pertinentes, où peut-être c'est plus facile de se présenter, il y aura peut-être un changement des candidats politiques, et du coup, voilà. Mais c'est un peu difficile de s'engager parce que ça appartient au domaine des sciences sociales, donc c'est un peu difficile de donner une réponse définitive. Est-ce que tous les scrutins gardent les bonnes propriétés décrites si on admet le fait que la pression peut être mise a priori, c'est-à-dire que là vous avez dit plutôt que l'intérêt de cacher le scrutin, c'est que aucune pression peut être mise. Mais par exemple, lors d'une élection présidentielle où le scrutin est fixé à l'avance, il y a des personnes qui peuvent payer d'autres pour un certain vote. Est-ce que dans ces cas-là, les scrutins décrits ici, comme le scrutin de Condorcet randomisé, gardent toutes les bonnes propriétés décrites? Imaginons que quelqu'un vous donne de l'argent pour payer d'une certaine manière. La question qui va se poser pour lui, c'est comment il va vérifier que vous avez voté ce que vous avez dit que vous allez voter. Donc le fait que le vote soit anonyme, c'est vraiment important pour empêcher ça, quoi. C'est vraiment un problème qui se pose. Après, dans la théorie des votes électroniques, il y a pas mal de difficultés autour de ça, notamment comment garantir l'anonymat et le fait du coup qu'on ne puisse pas voter en sachant ce qu'on a voté. C'est assez bizarre, mais si vous êtes capable de voter, d'être sûr que vous avez voté quelque chose, si vous avez un reçu qui dit que vous avez voté tel truc, vous pouvez montrer ce reçu à celui qui vous a menacé. Du coup, il y a des problèmes comme ça qui se posent. Donc voilà. Donc l'hypothèse qu'on fait, c'est que c'est vraiment anonyme, de sorte que même si on vous demande de payer, de voter d'une certaine manière, vous ne pouvez pas prouver à l'autre que vous avez effectivement voté comme il veut que vous ayez voté. Et ça, c'est une façon de garantir le fait qu'il n'y ait pas cette manipulation. Oui, vous avez parlé du vote majoritaire
par jugement majoritaire, mais vous n'avez pas précisé en cas d'égalité comment on départageait. C'est parce que c'est un énorme bordel. Attends, je propose que tu redises ça, mais avec un micro, que ça puisse être bien enregistré, s'il te plaît. Le problème de l'égalité dans le jugement majoritaire, c'est quelque chose, c'est pas très clair, quoi. Il y a eu des choses qui ont été proposées, puis après ils sont revenus, ils ont proposé autre chose. Donc voilà, c'est pas très clair et c'est pas très justifiable, quoi. Il y a plusieurs façons de faire et il n'y a pas de bonne raison, à ma connaissance, de préférer l'une que l'autre. Du coup, voilà. Si ce scrutin est appliqué un jour, j'ai envie de dire, voilà, on choisit une façon de faire et on y va avec celle-là. Et bon, pas trop de justification théorique. Mais... Comment vous considérez l'abstention dans les scrutins? Parce qu'en fait, je pense que l'abstention dépend du mode de scrutin. Et on cherche à trouver des scrutins de plus en plus démocratiques, mais en général, ils sont de plus en plus compliqués. Et donc, du coup, on peut penser qu'il va y avoir de plus en plus d'abstentions, et donc, du coup, qu'ils vont être de moins en moins démocratiques. Et c'est un peu paradoxal. Par exemple, vous avez parlé de 2002, on peut penser qu'en 2002, si on avait eu un mode à un tour, les deux premiers de l'élection n'auraient pas été les mêmes que si on avait que le scrutin à deux tours. Alors je pense que ce scrutin est assez facile en fait d'utilisation. Je pense qu'aussi une des causes vraiment de l'abstention, c'est aussi que il faut prendre le temps d'aller voter, quoi. Si c'est plus facile de voter, typiquement avec un vote électronique, on peut s'attendre à ce que les gens votent davantage, quoi, je pense. Je pense qu'il faut que les gens s'habituent à utiliser ce scrutin. C'est pour ça qu'avoir une application, un site internet où on est capable de voter, c'est très important. Aujourd'hui, Doodle, tout le monde sait comment ça marche, quoi. Ça marche bien, quoi. Alors que c'est pas le plus simple des scrutins, a priori, Doodle. Bon, faut cocher des cases et tout. Et je pense pas que classer soit beaucoup plus simple, pas beaucoup plus compliqué. Autre chose à dire, c'est que donc là, aujourd'hui, la votation pour OVH, elle propose uniquement des classements complets. Vous êtes obligé de classer toutes les options dans l'ordre. En fait, ça, c'est pas nécessaire pour un scrutin de Condorcet randomisé. Vous pouvez faire des classements partiels, c'est-à-dire voilà, vous avez des candidats, vous n'avez aucune opinion sur ces candidats. Du coup, vous les classez pas. Vous classez juste les candidats que vous voulez, et puis les autres, vous n'avez pas d'avis en gros dessus. Vous pouvez mettre des gens à égalité aussi. Voilà. Il y a beaucoup plus de possibilités comme ça. Et notamment, ça a pas mal d'applications si vous voulez. Donc, voilà, je reviens à ces articles de recherche où, par exemple, si vous voulez voter pour la meilleure vidéo YouTube de l'année, comme il y en a beaucoup, vous n'avez pas envie de tout classer. Mais vous pouvez juste classer les meilleures ou celles que vous avez vues, celles sur lesquelles vous voulez vous exprimer. Donc il y a d'une certaine manière plus de... je pense que c'est plus facile en fait avec un scrutin de Condorcet randomisé, mais il faut vraiment que l'habitude vienne, quoi. Ça viendra des utilisateurs, je pense. Il a été question à un moment de légitimité, mais dans un scrutin de Condorcet randomisé, si le candidat qui a la plus petite probabilité est élu, est-ce qu'on peut vraiment parler de légitimité, justement ? Alors, en fait, donc il y a pas énormément de loteries de Condorcet en fait, il n'y en a pas énormément de loteries de vainqueurs de Condorcet. Donc, sur Wikipédia, maintenant, il y a une page sur le scrutin de Condorcet randomisé où il liste en fait tous les loteries de Condorcet avec moins de 5 candidats avec probabilité strictement positive. Parce qu'en fait, souvent, la plupart des candidats vont avoir une probabilité égale à 0. Et donc voilà, donc il y a le cycle avec un tiers, un tiers, un tiers. Après il y a un truc à un cinquième, un cinquième, un cinquième, un cinquième, si on a 5. Et il y a un autre truc qui est un tiers, un neuvième, un neuvième, un neuvième. Voilà, et après il y a des trucs plus compliqués s'il y a 7, mais c'est tellement improbable. C'est assez peu probable, en tout cas s'il n'y a pas énormément de candidats. Après, donc qu'est-ce qui se passe s'il y a un candidat avec probabilité 1/9 qui est élu? Le truc, c'est je pense qu'il ne faut pas associer la probabilité de la personne d'être élue avec
Parce qu'en fait, ce qui se passe lorsqu'il y a le 1 neuvième, un tiers, 1 neuvième, 1 neuvième, 1 neuvième, c'est qu'en fait, les 3 1 neuvième sont en paradoxe de Condorcet, en cycle, et qui forment un cycle avec avec tous les autres. Du coup, en fait, on veut vraiment que sur ces 3-là, il y ait une probabilité entière, quoi. C'est assez naturel. Et après, vu qu'ils sont 3 et qu'ils sont en gros les mêmes, et qu'il faut un tiers à eux 3, du coup, on arrive à 1 neuvième pour chacun des 3. Et je pense qu'il n'est pas choquant, du coup, de se dire que voilà, chacun de ces 3 a une probabilité 1 neuvième. Donc, voilà. Donc faut accepter la légitimité de la loterie. Et après, faut tirer au hasard. Je me posais une question un petit peu plus pratique. C'est si un jour on décide effectivement de changer le mode de vote, comment est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on l'impose? Du coup, on pourra opposer à ça que c'est antidémocratique. Ou est-ce qu'on devra voter le nouveau mode de vote à la majorité? Et à ça, du coup, on opposera que on a voté quelque chose avec un style de vote qui maintenant est obsolète. Est-ce qu'on va devoir voter avec chaque type de vote? Et si un vote votera à lui-même, ça fonctionne? Enfin, je n'arrive pas à savoir comment est-ce qu'on arrivera à changer et à garder ça démocratique, égal, et pas que personne râlera, parce que ça, c'est pas très possible, mais du coup... Est-ce qu'on dit les mathématiques sont suprêmes ou est-ce que... Oui, moi je pense que les mathématiques sont suprêmes. Donc ouais, à la fin de ma vidéo, en plus, sur le sujet, j'avais dit si j'étais autoritaire, si j'étais dictateur, j'imposerais ça. En fait, c'est même pas vrai parce que le problème, c'est que faut que les gens soient habitués, il faut que ça soit... Et c'est pour ça que c'est important, en fait, avant de passer dans la sphère politique et d'avoir cette solution, par exemple Internet, où on utilise vraiment ce truc en pratique pour d'autres décisions. Je pense que c'est plus comme ça, à force de l'habitude de l'utiliser pour différentes choses, qu'on pourra en venir à une situation où les gens se disent « Ah, c'est vrai que c'est mieux. » Voilà. Bonsoir. Je me demandais, mettons qu'on fasse une élection nationale, par exemple l'élection présidentielle avec un scrutin de Condorcet randomisé. Une fois qu'on a les résultats et qu'il faut choisir la loterie, sachant que toute la population n'est pas mathématicienne, comment est-ce que les gens peuvent être sûrs qu'on n'est pas en train de les arnaquer en tirant une loterie plutôt qu'une autre? Alors, je pense qu'il y a deux questions. La première, c'est il y a le choix de la loterie. Comment est-ce qu'on les convainc que c'est la loterie? Et ça, je pense que ça viendra par l'habitude. Si les gens utilisent régulièrement des applications comme ça pour prendre des décisions, ils vont finir par s'habituer au fait que parfois il y a un cycle de 3. Rarement ils verront des trucs plus compliqués. Et je pense que rarement en pratique il y aura des trucs plus compliqués. Donc je pense qu'il faut s'habituer. Et en fait, c'est vraiment la familiarité avec les scrutins qui fait qu'on croit que, par exemple, que le scrutin à 2 tours est simple. Alors que c'est quand même compliqué, rien que d'un point de vue logistique, d'avoir 2 tours, plutôt qu'un. Donc je pense que c'est vraiment par l'habitude que les gens vont se dire, ok, ça marche pour ça. Après, il y a la deuxième question qui est, maintenant qu'on a eu une loterie, comment on fait en sorte que le tirage au hasard soit vraiment vérifiable, fiable? C'est même pas très clair de savoir ce que ça veut dire pour un tirage au sort d'être vérifiable. J'ai pas de réponse à ça, mais je pense pas que ça soit une limite si fondamentale. Il faut juste s'habituer à ce qu'il y ait un petit peu d'aléatoire dans nos prises de décision. Je pense que si on se rend compte aussi d'à quel point les décisions sont arbitraires, via le scrutin de tour par exemple, via ce choix en fait, le vainqueur dépend du scrutin, donc le vainqueur d'une élection est vraiment arbitraire. Du coup, une fois qu'on se convainc de ça, je pense que c'est plus facile à accepter que pourquoi pas utiliser le hasard, quoi. Mais c'est sûr que ça va être un frein pas facile. Pensant aussi que les mathématiques sont suprêmes, est-ce qu'on pourrait appliquer le scrutin de Condorcet randomisé non pas à des personnes à élire, mais à des critères de programme, en tout cas dans un premier temps? Et la raison de ma question, elle est sous-jacente, c'est-à-dire quand vous élisez une personne, les mathématiques, dans ce cas-là, vous donnent aucune garantie sur le fait que cette personne respectera ou pas vos critères de choix qui sont exprimés lors du scrutin de la personne en question.
À l'inverse, ce serait beaucoup plus neutre de pouvoir exprimer des préférences sur des critères de programme. D'ailleurs, dans le passé, je trouve que ça se faisait beaucoup plus que maintenant. Et est-ce qu'on peut, dans ce cas-là, utiliser donc le principe de Condorcet randomisé? Et ayant une liste de programmes élus, dans un deuxième temps, on pourrait élire la personne la plus apte à respecter cette liste agréée au niveau national de critères de programme. Alors ça pose en fait la question, je pense, plus globale, qui est comment on prend des décisions collectives compliquées. Parce que là, on élit un candidat, l'ensemble des candidats est petit. Et du coup, quand on a des trucs plus compliqués, notamment, je pense par exemple, peut-être qu'idéalement, ce qu'il faudrait faire, c'est peut-être pouvoir voter directement sur des lois, mais le texte de loi est, d'un point de vue mathématique, c'est un objet compliqué, c'est beaucoup de caractères. Et du coup, c'est pas facile, c'est un problème qui est vraiment pas facile. Je prends un autre exemple, c'est s'il fallait voter des budgets, par exemple. On veut voter un budget pour l'éducation nationale, un budget pour, pour 3 choses, pour A, B et C. Le problème, c'est que la somme des budgets doit être souvent limitée, quoi. On a un budget fini. Et du coup, on a 3 décisions à prendre sous contraintes liées. Ça, c'est un problème qui est beaucoup plus, qui est beaucoup plus compliqué. Il y a beaucoup plus de combinatoires, mais il a quand même encore une structure qu'on peut exploiter. Donc là, il s'agit d'utiliser d'autres mathématiques. Donc par exemple, dans ce cas précis, il y a une façon de faire le scrutin par la médiane géométrique. Et la médiane géométrique a cette bonne propriété aussi d'être robuste au dixième du vote utile. C'est-à-dire que les gens ont vraiment intérêt à dire le budget alloué qu'ils souhaitent vraiment allouer, sachant que la somme des budgets alloués doit être une constante. Ouais, donc en fait, ça fait partie plus généralement de la théorie de la conception des mécanismes, où l'idée c'est vraiment de prendre des décisions avec des données qui nous sont données, mais sachant que les gens qui vont nous donner cette information ont leurs préférences et du coup n'ont pas forcément envie de nous révéler leurs vraies informations, et plutôt ils aimeraient peut-être bidouiller le système à leur avantage. Dans le cas d'un cas où il y a beaucoup de choix, par exemple avec l'exemple des vidéos YouTube, et où il y a des options du coup qu'on n'est pas obligé de tout trier, est-ce qu'il n'y a pas le risque qu'une option se retrouve vainqueur de Condorcet alors que personne n'a voté pour elle à part une personne et qu'il l'a mis en premier? Oui, carrément. En fait, même le théorème d'existence et d'unicité surtout du vainqueur de Condorcet disparaît si les votes sont très incomplets. On peut avoir plein de vainqueurs de Condorcet. Ça peut être, s'il y a 2 qui n'ont jamais été comparés et qui battent tout le monde, bon, on ne sait pas quoi faire. Donc il y a vraiment des problèmes qui s'opposent si on généralise comme ça. Je pense qu'on ne peut pas appliquer le scrutin de Condorcet directement, mais ce qu'on peut faire, c'est essayer d'avoir un modèle, par exemple, qui va essayer d'imaginer, de compléter un peu le graphe, quoi. Donc je pense que c'est... Voilà. Donc, je pense que d'un moment, quand la prise de décision est vraiment compliquée, il faut des algorithmes plus compliqués, quoi, et d'une certaine manière, utiliser typiquement du machine learning, même si ça peut paraître assez bizarre ou inquiétant, pour aider à la décision collective, ça peut être une solution, quoi. Donc typiquement en essayant de se dire, voilà ce qui nous a été révélé par les électeurs, on ajoute un modèle par-dessus en se disant quel est du coup le graphe des duels probables étant donné ce qu'on a observé, quoi. Quel est le vainqueur de Condorcet de 2017 alors? C'est Macron. Ah. Je sais pas si on a entendu la réponse. C'est Macron. Ce que je demande, c'est les théorèmes que vous avez énoncés, comment on peut en être sûr? Parce que c'est tellement compliqué, il y a tellement de choses à prendre en compte. Enfin, il y a certains aspects, je conçois qu'on puisse le prouver mathématiquement, mais par exemple le fait que ce soit insensible au vote utile ou des choses comme ça, comment mathématiquement c'est prouvable? Donc il y a des hypothèses qui sont faites. Alors, typiquement, une hypothèse qui est faite, en fait, c'est que, dans le théorème que j'ai montré, en fait, l'hypothèse sous-jacente, c'est que si un électeur préfère A à B à C, et on va supposer que, en fait, pour lui, B est aussi bien
qu'une loterie qui tire au hasard A et C. Donc, il y a ce genre d'hypothèse qui est faite, parce que sinon on ne peut rien prouver, quoi, sinon il n'y a pas de théorème. Donc c'est assez classique d'essayer en maths appliquée de façon générale, d'avoir des hypothèses qui sont pas forcément, enfin qui sont fausses, mais qui permettent de se dire, voilà, ça va plutôt dans le bon sens. Du coup, le scrutin va plutôt dans le bon sens. Donc, c'est souvent une approche pour prouver des théorèmes. On fait des hypothèses. Dans le cas des bulletins de vote partiels, on peut voter pour ce qu'on veut et ce qu'on déteste, au contraire, qu'on voudrait qu'il ne soit pas élu. Mais du coup, ça pose le problème de quelle est la distance entre ce qu'on voudrait qu'il soit élu et ce qu'on voudrait qu'il ne soit pas élu. Comment est-ce qu'on peut modéliser ça? Est-ce qu'on va dire on voudrait qu'il y ait tant de place entre les choses qu'on voudrait et les choses qu'on ne voudrait pas? Ou quelle est la modélisation pour résoudre ce problème, quoi? Donc il y a une philosophie morale qui s'appelle l'utilitarisme. Et donc l'idée de l'utilitarisme, c'est que c'est un peu ce que tu dis. En gros, l'idée, c'est qu'on veut maximiser le bonheur global ou quelque chose qui fait la somme des satisfactions de tout le monde, quelque chose comme ça. Et je pense que je pense que c'est préférable, en tout cas en première approximation, au principe de Condorcet. C'est-à-dire que vaut mieux qu'il y ait que la majorité, je vais encore me mêler les pinceaux avec ça, mais vaut mieux qu'il n'y ait pas une minorité extrêmement malheureuse, quoi. Intuitivement, je pense qu'on est à peu près d'accord avec ça. Mais ça, c'est violé par le principe de Condorcet. Le principe de Condorcet, c'est la majorité qui décide. Voilà. Du coup, il y a quelque chose d'assez insatisfaisant, je pense, avec le principe de Condorcet. Mais le problème, c'est que l'utilitarisme, avoir une somme des utilités de tout le monde, c'est quelque chose qui est mathématiquement très incompatible avec le dilemme du vote utile. Dès qu'on veut, alors il y a le jugement majoritaire qui essaie de résoudre un peu ça, mais en pratique, le jugement majoritaire, si vous avez voté excellent ou très bien, ça ne change rien, parce que les notes médianes, elles sont toujours vers assez bien ou choses comme ça. Donc si vous avez voté à rejeter ou insuffisant, ça ne change rien en fait. Donc il y a vraiment ce problème, et c'est un problème qui vient du fait que on est dans des situations de prise de décision collective où il y a ce dilemme du vote utile. Alors il peut y avoir des hypothèses qu'on peut rajouter en plus, ou modifier un peu la structure du scrutin. Si par exemple, il y a toute la théorie de la conception des mécanismes qui inclut l'argent. Donc l'argent, c'est pas bien pour prendre des décisions collectives, mais c'est quand même utile, hein, ça convexifie l'espace et tout ça. Donc ça permet d'avoir notamment, il y a toute la théorie des enchères où on a des solutions pour avoir, notamment le mécanisme VCG, pour avoir quelque chose qui tend plus vers l'utilitarisme, mais à ce moment-là, il y aura des transferts monétaires en jeu. Oui, du coup, par rapport à cette idée de distance, en fait, si justement lors d'un suffrage de Condorcet, il y a un candidat que j'adore, un candidat que je déteste, et plein de candidats sur lesquels j'y connais pas grand-chose, j'ai pas vraiment envie de me prononcer. Je serais peut-être du coup incité à mettre tous ces candidats sur lesquels j'ai pas vraiment envie de me prononcer entre le candidat que je préfère et le candidat que je déteste. Et du coup, si tout le monde fait ça, ça pourrait ajouter beaucoup d'aléatoires et beaucoup de... Enfin, ça pourrait ne pas refléter vraiment l'avis de la population. Du coup, comment est-ce que le modèle peut les prendre en compte? Donc là encore, je pourrais diverger sur pas mal de choses, mais le problème de base d'avoir de l'information assez incomplète, il y a plusieurs façons de faire. Soit, il y a un côté arbitraire, on l'accepte, de toute façon, les préférences des gens ne sont pas suffisamment précises pour distinguer A et B, et du coup, autant ne pas trancher entre A et B, ou leur mettre des probabilités. S'il n'y a pas l'information, qu'est-ce qu'on peut faire? Ce n'est pas un problème spécifique au scrutin de Condorcet randomisé. Je pense que c'est un problème spécifique à la prise de décision. Si on ne sait pas, Après, il est possible d'essayer d'imaginer, du coup. Si on ne sait pas, on peut essayer de reconstruire, d'essayer d'imaginer. Notamment, il y a tout un champ qui s'intéresse à la morale des intelligences artificielles, par exemple, ou des super-intelligences artificielles. On va essayer d'imaginer qu'est-ce qu'on voudrait qu'elles veulent. Et ça, c'est pas facile parce que ça nous impose d'imaginer des trucs qu'on n'a jamais imaginés. Et du coup, c'est un problème, un champ de recherche qui est assez difficile d'essayer d'imaginer ce que les gens voudraient. Et puis, il y a aussi le fait que souvent les gens changent d'avis s'ils sont informés. Enfin, le fait d'informer, ça peut nous faire changer d'avis. Du coup, est-ce qu'on prend l'avis des gens aujourd'hui ou est-ce qu'on essaie d'anticiper l'avis des gens s'ils se mettaient à s'informer? Ouais, il y a des questions autour de ça. J'ai pas de bonne réponse à ça, mais je pense que c'est des questions de recherche assez intéressantes.
imaginons pour un scrutin à 3 candidats, que l'un batte le deuxième à 90% des voix et que le deuxième batte le troisième à une petite majorité, le troisième le premier à une petite majorité. Il semble bizarre que tous les candidats aient le même pourcentage de chances de gagner, alors qu'il y en a un dont la grande partie de la population le préfère à un autre, comparé aux autres. Donc, ne serait-il pas plus pertinent de pondérer les probabilités des candidats selon les résultats des duels? Alors oui, il y a des façons de faire ça. Donc notamment il y a les loteries maximales qui en fait sont très liées à ça et qui sortent des probabilités qui dépendent d'à quel point X bat Y dans un paradoxe. C'est pas très clair que les probabilités qui sortent de ça soient cohérentes avec l'intuition qu'on pourrait essayer de mettre sur ce cas. Il y a d'autres méthodes, comme par exemple les méthodes de Schulze, où on va couper un lien parce qu'il n'est pas assez important pour résoudre le paradoxe. Et du coup, il y a une solution même déterministe à ce problème. Mais après, toutes ces méthodes, il y a le dième du vote utile qui va jouer assez rapidement. Alors, dième du vote utile, c'est un truc... parce qu'aujourd'hui, en France, on n'a pas le droit... on n'a pas le droit de révéler les votes en cours avant que tout le monde ait voté, quoi. Il y a une règle... voilà, l'état des votes est censé être secret. Je pense que ça vient du fait que les scrutins ne sont pas robustes au vote utile. Si on a un scrutin de Condorcet randomisé qui est robuste au vote utile, les gens peuvent regarder. Et je pense que c'est même mieux parce qu'en fait, ils réagiraient à est-ce que j'ai besoin de voter, est-ce que ça change quelque chose que je vote? Et du coup, il y aura peut-être plus d'abstention quand tout va bien, mais tu vois, si les gens sentent que en votant, ils font une différence, ils pourraient se mettre à voter. Et donc le vote utile, l'absence de vote utile permettrait de rendre transparent le vote en cours du vote, ce qui permettrait d'avoir des gens qui votent vraiment quand ils sentent qu'ils ont vraiment besoin de voter, quoi. Donc typiquement, je pense les dernières élections, au deuxième tour, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disaient est-ce que ça vaut le coup parce que ça vaut la peine que je me déplace pour aller voter. Voilà. Et ça vient du fait aussi parce que le vote est secret, on ne sait pas ce qui se passe. Et peut-être que si on sait qu'à 16h, en fait, on connaît le taux d'abstention et on peut se dire, peut-être que... Donc, je pense qu'avoir un vote centième du vote utile avec un vote transparent, c'est en fait plutôt une bonne idée. Bien, peut-être une dernière question. Par rapport à ce que vous disiez avec le dilemme du vote utile, le problème qu'il peut peut-être y avoir avec le scrutin de Condorcet, c'est si jamais il y a des sondages qui sont faits avant l'élection, on peut quand même, les gens peuvent quand même se dire que lui, il est désigné comme tel vainqueur de Condorcet, donc il n'y a peut-être pas intérêt à aller voter. Donc peut-être que finalement, il n'est pas évité le dilemme du vote utile avec le vote de Condorcet. Je pense que c'est pas un problème parce que c'est pareil, les histoires de sondages aujourd'hui, si vous prenez les sondages, en fait, les sondages influencent grandement l'issue de l'élection. Tout ça à cause du dilemme du vote utile et surtout le dilemme du vote utile, quoi. On voit que, typiquement, 2017, c'était vraiment un cas où, si les gens ne savaient pas les sondages, peut-être que Hamon aurait plus de voix. Je postule un petit peu, mais je pense que les sondages ont beaucoup changer la façon dont les gens ont voté en pratique. Le fait d'avoir un vote sans dième du vote utile, ça fait que ce problème ne se pose plus. C'est-à-dire que peut-être qu'on peut avoir des sondages qui indiquent qu'un tel... si en plus les votes sont transparents au cours de la journée, les gens peuvent vraiment se dire « Ah tiens, c'était censé être lui, c'est peut-être parce que je ne suis pas allé voter ». Et du coup, ils peuvent se décider à aller voter en réaction au fait que le vote est dans l'état où il est, quoi. Donc j'aurais tendance à être... je pense que le dilemme du vote utile, c'est un vrai problème et que c'est bien de le résoudre. Bon, la toute dernière.
Je vais en profiter alors pour faire une remarque de non-mathématicien. C'est très intéressant, mais avec l'exemple que vous avez choisi, ça n'a aucun rapport avec la démocratie, contrairement à ce que dit le titre. Parce que là, on choisit une personne, comme quelqu'un l'a fait remarquer tout à l'heure, la démocratie, ça serait d'arriver à mesurer la distance entre les promesses, on va dire, et les décisions. Et éventuellement, à ce moment-là, pouvoir déclencher des seuils de contrôle démocratique, de retour devant les électeurs, etc. Donc finalement, est-ce qu'il y a des études dans ces domaines-là parce que sinon, si c'est pour choisir des représentants qui ne sont liés en rien, comme on a pu le voir depuis pas mal d'années, qu'est-ce que ça change, après tout? On pourrait tirer au sort d'entrée. Alors, je ne prétends pas que ça résout tous les problèmes du monde. Je pense qu'il faut voir ça comme une première étape, mais le problème plus global, c'est vraiment encore le problème de la prise de décision collective. C'est vraiment, je pense, ça le grand problème. Et si on réfléchit à une prise de décision collective égalitaire, on en vient tout de suite au scrutin. Et le problème, le scrutin de Condorcet randomisé, c'est pas une élection de candidats, c'est une élection de décision pour tout un groupe. Le problème, c'est que les vraies décisions intéressantes en démocratie, c'est pas des décisions qui sont faciles, c'est pas choisir un élément dans un ensemble de quatre éléments. C'est souvent dans des espaces combinatoires avec écrire un texte de loi ou je sais pas trop quoi. Et là, malheureusement, on n'y est vraiment pas. Mais je pense que la recherche dans ce domaine est vraiment difficile. Et voilà. Et je pense qu'il faut prendre en compte les contraintes technologiques. Je pense que ce qui est intéressant aussi dans ce genre de solutions, c'est que ce sont des solutions qui se mettent facilement à l'échelle. Et je pense que c'est quelque chose qui est très difficile si on essaie de prendre des décisions compliquées, locales, on essaie d'écouter l'avis de chacun. En fait, ça ne se met pas à l'échelle parce que on est des millions et si on donne une seconde à chacun pour parler, ce qui n'est pas beaucoup, ça prend des jours et des mois et personne ne veut tout écouter. Donc c'est vraiment un problème vraiment difficile, surtout si on prend en compte cette histoire de mise à l'échelle. Je pense qu'il y a des progrès qui sont faits dans plein de processus de décision collective et que ça, c'est juste une contribution à une prise de décision collective lorsqu'on a réussi à ramener l'espace des choix à quelque chose de très faible, ce qui n'est pas forcément l'ensemble des candidats. Bien, avant de remercier une dernière fois notre orateur, j'ai 3 informations à vous donner. Et je ne m'en souviens déjà plus. La première, c'est que les vidéos des conférences, eh bien, vous pouvez les retrouver sur le site YouTube de la Maison des mathématiques et de l'informatique. La deuxième info, c'est que je crois savoir que tu es en train de rédiger un ouvrage qui va bientôt paraître, donc restez attentifs. Peut-être tu veux nous en dire 2 mots? Oui, c'est un livre sur la formule de Bayes. Le bayésianisme, qui en fait sont des philosophies du savoir, qui est une philosophie du savoir qui est très fondée mathématiquement, donc très très intéressante, et qui cherche à remplacer la méthode scientifique, on va dire ça comme ça. La troisième info, c'est que bien sûr vous retrouverez le cycle l'année prochaine, que bien sûr vous pouvez continuer votre discussion avec l'orateur. Au petit pot qui va avoir lieu. Là, je vois que tout le monde prend des notes. Je vous donne le mode d'accès. Il faut monter à l'étage. Une fois que vous êtes monté, vous allez à droite et vous cherchez l'endroit où il y a de la lumière et il y a du bruit et c'est là. Voilà. On remercie une dernière fois les...